Anne-Sophie, tu démarres quand tu veux. Comment rester motivé toute l'année? Allez, ben c'est parti. Donc, on va parler en premier donc d'activité physique pendant cette heure-ci, et on va différencier en premier l'activité physique et le sport. L'activité physique, en fait, c'est tout mouvement du corps, c'est quelque chose de beaucoup plus général, qui va engendrer une dépense énergétique supérieure à celle de repos. Si actuellement, là, vous êtes assise, ben, vous avez une dépense énergétique qui est proche de zéro, hein. Si vous êtes debout, vous avez une dépense énergétique légèrement supérieure. Et dès que vous allez engendrer un mouvement avec votre corps, marcher, danser, etc., eh ben, vous allez avoir une dépense énergétique supérieure à celle de repos. Et donc, vous êtes dans une démarche d'activité physique. Après, on parle d'activité physique quotidienne, donc marcher pour aller faire ses courses, pour aller sortir son chien, faire du bricolage, jardiner, faire du ménage, jouer avec les enfants et les petits-enfants. Voilà, tout ça, ça va être de l'activité physique quotidienne, donc on pratique régulièrement, quotidiennement, tandis que le sport va se définir plutôt par une activité qui est plus intense généralement et qui est surtout soumise à des règles. Hein, on s'appuie sur le code du sport. C'est un cadre qui est précis puisque, ben, par exemple, si je prends l'exemple du foot, c'est une activité sportive dans laquelle on va jouer 11 joueurs contre 11. Il y a un gardien de chaque côté, il y a un ballon. Donc c'est quelque chose qui est cadré, précis et qui est souvent pratiqué dans une recherche de résultats, de performance et de compétition. Contrairement à l'activité physique qui va être pratiquée plutôt dans un but de bien-être, de plaisir, et justement une activité qui ne va pas être forcément codifiée. Sur de l'activité physique, si je vais marcher par exemple, je peux décider du temps pendant lequel je vais marcher, je peux décider de faire des pauses ou de ne pas en faire, je décide de l'allure que je vais utiliser. Donc c'est beaucoup plus libre et beaucoup moins codifié que le sport. C'est pour ça que nous, sur cet échange-là aujourd'hui, on va parler uniquement d'activité physique. On ne va pas parler de sport, on est uniquement dans l'activité physique qu'on peut faire quotidiennement et dans sa vie de tous les jours. Du coup, est-ce que tout le monde fait de l'activité physique à minima? Alors on va parler après des recommandations aussi en termes d'activité physique, hein. Mais voilà, si vous avez déjà quelques questions là-dessus, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat sur la différence entre activité physique et sport. Donc, vous étiez sur la bonne voie, hein. En tout cas, dans les réponses qu'on a eues un petit peu dans le chat, vous étiez effectivement bien parti. Donc, on va basculer rapidement en une diapo sur les bienfaits de l'activité physique. Donc, vous savez, de plus en plus, hein, l'activité physique est recommandée pour se maintenir en forme, pour donc multiples raisons. On va évoquer rapidement les bienfaits. Donc, en commençant par les bienfaits biologiques. Je ne suis pas rentrée dans le détail, la précision, parce qu'il y en a énormément des bienfaits, donc j'ai cité les principaux. Donc, dans les bienfaits sur le plan biologique, on va améliorer son tonus musculaire, hein, à tous les âges. Même si on démarre l'activité physique à 70-80 ans, on peut améliorer son tonus musculaire, on peut gagner en force musculaire. On améliore aussi la souplesse articulaire, d'accord? Le fait de maintenir ses articulations en mouvement et de réaliser quotidiennement des exercices d'assouplissement, ben, les articulations restent souples et permettent au corps d'avoir de l'amplitude articulaire, lever bien les bras, par exemple. Donc, voilà, ça, c'est les bienfaits qu'on retrouve sur l'aspect plutôt biologique de l'activité physique. Ça permet aussi d'améliorer l'équilibre. Et après, de manière, alors, plus, comment dire, presque plus vitale, ça permet de diminuer le risque cardiovasculaire. Pour des personnes qui n'ont jamais eu de problème cardiovasculaire, on éloigne le risque de développer justement, d'avoir un accident cardiovasculaire, que ce soit un infarctus, un AVC, une rupture d'anévrisme. Et pour des personnes qui sont déjà concernées, qui ont déjà vécu malheureusement un accident cardiovasculaire, ben, ça évite et ça diminue le risque de récidive. Donc, c'est très important aussi de pratiquer pour ces raisons-là. On diminue aussi le risque de chute. Donc, pour des personnes ben, qui ont des troubles de l'équilibre ou sinon en vieillissant, ben, on a de plus en plus de risques de chuter. Le fait de pratiquer une activité physique et d'augmenter son tonus musculaire, on diminue aussi le risque de chuter. Peut-être rappeler du coup que le risque de chute est le premier facteur d'entrée dans la dépendance avec l'âge. Et que du coup, Ouais, c'est important si on peut le prévenir. tout à fait. Ouais, ouais. Et puis en fait, souvent, quand on chute, s'il y a une blessure derrière, on entre un peu dans un cercle vicieux de ben, j'ai peur de chuter, donc je fais moins d'activité, donc j'ai plus de risques de chuter, etc. Donc c'est ce qui mène justement à la dépendance. Au niveau psychologique, donc les bienfaits de l'activité physique, hein, je ne l'ai pas dit, mais ils sont détaillés quand même sur le plan
biopsychosocial. Donc, c'est pour ça que j'ai détaillé un petit peu ces 3 points-là. Sur le plan psychologique, on améliore généralement l'estime de soi et la confiance en soi. Parfois, on ne se sent pas capable de faire quelque chose et puis finalement, quand on essaie, on se dit, ah, mais j'ai réussi à marcher jusque-là ou j'ai réussi à faire de la gym ou j'ai fait de la danse, ben, finalement, je m'en suis sortie. Donc, on est capable de faire, on se rend compte qu'on est capable de faire certaines choses qu'on n'imaginait peut-être pas auparavant. Et ça diminue aussi le stress et l'anxiété. On sécrète des hormones en pratiquant une activité physique. Ces hormones-là, sécrétées, permettent de développer, de créer un bien-être général, donc une bonne humeur, on diminue le stress et on a ce sentiment de bien-être. Ça améliore le sommeil aussi, non? On améliore aussi le sommeil, oui, mais c'est pour ça, je n'ai pas pu tout dire. Parce que si, on pourrait faire 1 heure sur les bienfaits de l'activité physique, je pense, mais effectivement, ça améliore aussi le sommeil, la qualité du sommeil. Voilà, il y a plein de bienfaits. Vous prêchez une convaincue, là. Ah, si, moi, c'est peut-être les autres qu'il faut convaincre. Ouais. Et enfin, les bienfaits sociaux, puisque finalement, quand on pratique une activité physique, bon, alors il y a des personnes qui vont marcher, par exemple, seules dans la colline et il y a énormément de bienfaits, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il y a quand même pas mal de bienfaits sociaux aussi. L'activité physique, surtout quand elle est pratiquée collectivement, ben, permet de lutter contre l'isolement social. C'est quelque chose qui touche principalement des personnes âgées ou des personnes ayant un état de santé fragile et qui vont avoir ben, de plus en plus ce sentiment d'isolement. Donc le fait de pratiquer en groupe, ben, ça permet de lutter justement contre cet isolement et ça augmente en parallèle le sentiment d'appartenance. On se sent, on appartient à un groupe. Je sais que le mardi matin, je pratique une activité physique, ben, je vais retrouver le groupe m'attend, le prof m'attend. Et ça permet vraiment voilà, d'avoir ce sentiment d'appartenance qui est très, très important dans le bien-être général de l'être humain. Les recommandations vont avec les bienfaits pour ressentir les bienfaits de l'activité physique. L'Organisation mondiale de la santé préconise du coup un certain volume de pratique que vous pouvez voir ici sur la diapositive. Il est recommandé de pratiquer 30 minutes d'activité physique par jour, 5 jours par semaine, à une intensité modérée. Alors, pour détailler un petit peu l'intensité, on peut la détailler en intensité légère, modérée et soutenue. Pour vous donner un petit exemple, l'intensité légère, si vous allez marcher par exemple, c'est une intensité à laquelle, ben, quand vous marchez, vous pouvez discuter avec votre partenaire à côté, vous ne vous sentez pas particulièrement essoufflé, c'est facile. L'intensité modérée, je peux continuer à discuter avec mon partenaire, mais je sens que je suis plus essoufflé. Il faut peut-être que je discute un peu moins ou que je ralentisse ma marche parce que je sens quand même que voilà, mon cœur bat un peu plus vite et je suis un petit peu plus essoufflé. Et enfin, l'intensité soutenue, pour l'intensité soutenue, je ne peux pas discuter avec mon partenaire, c'est soit je marche, soit je parle. D'accord? Je ne vais pas pouvoir faire les deux. Et dans ce cas-là, c'est une intensité qui est trop élevée. Là, vous voyez, il est recommandé l'intensité modérée. C'est l'intensité qui a le plus de bienfaits et qui est la plus recommandée dans les activités physiques. Donc, 30 minutes d'activité par jour, donc de la marche par exemple, à une intensité modérée, 5 jours par semaine. Il faut accorder aussi au corps des temps de repos. Donc voilà, il ne faut pas culpabiliser en se disant oh là là, je ne suis pas allé marcher tous les jours de la semaine, c'est pas grave. 5 jours par semaine suffisent à améliorer son état de santé. En plus de ces 30 minutes de marche, de vélo, de natation, donc plutôt d'endurance à réaliser chaque semaine, on préconise aussi 2 séances de renforcement musculaire. Alors, on parlait tout à l'heure du tonus musculaire. Ces 2 séances-là permettent donc de faire effectivement, de mobiliser en fait les muscles pour justement améliorer le tonus, que ce soit les bras, les épaules, le dos, la sangle abdominale, les jambes, pour justement gagner encore en tonus. Ensuite, on a parlé aussi, alors ça va dans le sens des 30 minutes par jour. On a parlé des 10 000 pas par jour pendant longtemps. Vous avez dû entendre parler des 10 000 pas par jour. Alors, c'est un chiffre qui a été revu à la baisse et il est recommandé maintenant en fait de réaliser entre 6 et 8 000 pas par jour pour une personne de moins de 60 ans. Pour les personnes de plus de 60 ans, le chiffre est un peu moins élevé. Il est recommandé plutôt entre 4 et 5 000. Ces recommandations-là permettent en fait à la personne qui les pratique d'en tirer des bénéfices sur sa santé. D'accord? Il faut le prendre aussi, comme on dit, step by step. C'est-à-dire que si vous ne marchez pas du tout et que vous démarrez en faisant 10 minutes par jour ou en faisant 1000 pas par jour, ben, c'est déjà très bien pour un démarrage.
Il ne faut pas se dire, ben voilà, je n'ai pas atteint le quota, c'est pas bien, c'est déjà ça. Là, les chiffres que je vous donne, donc entre 6 et 8 000 pas par jour pour une personne de moins de 60 ans, ou entre 3 et 4 000 pour une personne de plus de 60 ans, c'est le volume pour en tirer des bénéfices sur sa santé, c'est le volume un peu idéal. D'accord? C'est pas grave si on ne l'atteint pas de suite en reprenant une activité physique. Et enfin, donc ça, c'est pour des personnes qui auraient des troubles de l'équilibre, qui sentent que ben, j'ai peur de chuter, je me sens moins stable quand je monte un escalier, quand je descends, quand j'enjambe une marche, un obstacle. Il est recommandé de faire 2 fois par semaine des exercices d'équilibre. Donc là, en visio, c'est difficile de vous présenter des exercices, mais on en trouve très facilement sur Internet. Des petits exercices qui permettent, voilà, facilement à la maison et sans risque, de travailler son équilibre, que ce soit en statique, donc sans bouger, ou en dynamique, par exemple, marcher le long d'une ligne. Voilà, ça peut être ça, par exemple, comme exercice dynamique. Et ça, il est recommandé également de les faire 2 fois par semaine. Alors, la motivation, ben, elle se définit comme un processus psychologique qui permet en fait, qui est responsable du maintien, du déclenchement ou de l'entretien d'une conduite ou d'une action. D'accord? C'est l'élément ou la raison qui va pousser quelqu'un à faire une action. Alors, ça peut être très vaste, hein, ça peut être dans le milieu professionnel, être motivé pour avoir ben, un poste plus élevé, se motiver à démarrer une activité physique, se motiver à découvrir une activité, je ne sais pas, par exemple, découvrir la guitare. J'ai envie de jouer de la guitare, ben, je suis motivé à jouer de la guitare, mais qu'est-ce qui me motive finalement? Donc c'est très vaste, la motivation, on la retrouve en fait dans tous les actes quotidiens. C'est la raison en fait pour laquelle les individus poursuivent des actions qui leur permettent en fait d'atteindre leurs objectifs. Quand on se lance comme ça quand on se lance dans une nouvelle action, c'est qu'au bout il y a un objectif à atteindre. J'ai envie de découvrir la guitare, mon objectif ben, c'est de savoir jouer de la guitare. Je me lance dans l'activité physique, mon objectif c'est peut-être d'améliorer ma santé. Donc voilà, ça peut être très vaste. Je prenais l'exemple du milieu professionnel. Je vais faire une formation parce que mon objectif, c'est de changer de poste et d'évoluer. Voilà, il y a toutes ces sortes de motivations. Et vous allez voir que la motivation se divise en plusieurs catégories. Il y a plusieurs types de motivation. Alors, la motivation intrinsèque, c'est la motivation qui est interne, comme son nom l'indique. C'est le désir, l'envie d'accomplir une tâche pour soi-même. En fait, on le fait par plaisir, par rapport à ses valeurs, à une passion. C'est vraiment interne à la personne qui se lance justement dans cette nouvelle action. Donc, c'est la motivation intrinsèque. Contrairement à la motivation intrinsèque, on a la motivation extrinsèque, comme son nom l'indique également, qui va être liée à des facteurs extérieurs à l'individu. Et elle va impliquer celle-là des récompenses, du coup, extérieures, extrinsèques. Par exemple, ben, je fais ça parce que j'ai envie qu'on me félicite. Je fais ça ben, pour avoir une augmentation de salaire ou pour changer de poste, pour avoir l'approbation de mes proches, pour être plus, comment dire, être plus proche de la société et de ce que le modèle de la société demande. Par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui souhaite perdre du poids, elle va peut-être dire, ah, mais oui, mais moi je veux perdre du poids parce que au moins je ressemblerai plus aux filles qu'on voit à la télé dans les pubs. Voilà, motivation extrinsèque. Il y a la motivation ensuite familiale. La motivation familiale, alors elle est entre l'intrinsèque et l'extrinsèque. Elle est liée du coup au milieu de la famille et du coup au sentiment d'appartenance. On fait une action pour avoir le soutien de sa famille, les encouragements de sa famille, pour avoir un plus fort lien avec sa famille, parce que la famille va généralement très souvent avoir un facteur de motivation plus important que ben, les collègues du travail ou d'autres amis. Donc ça, c'est la motivation familiale qui s'inscrit entre l'intrinsèque, parce que c'est le milieu quand même très proche de soi, et en même temps extrinsèque, parce que c'est pas porté par soi-même. Et pour finir, c'est la motivation d'accomplissement. Elle, l'idée, c'est uniquement d'atteindre un objectif. Il n'y a pas forcément nécessité à recevoir une récompense. C'est vraiment la réalisation de l'objectif, atteindre son objectif. Et c'est ça la récompense en fait elle-même. La personne n'attend pas d'être félicitée, elle n'attend pas de se sentir mieux, d'avoir du plaisir. C'est être vraiment focus sur l'objectif qu'on cherche à atteindre. Voilà un petit peu les 4 types de motivation qui existent. Et du coup, la question que je vais vous poser un petit peu, c'est quelle est selon vous la motivation qui permet de perdurer dans le temps?
quelle motivation parmi ces quatre vous permet d'aller le plus loin dans vos actions et d'atteindre vos objectifs? Je vais vous laisser quelques secondes pour répondre si vous voulez dans le chat pour voir un peu ce que vous en pensez. Alors, il y a Christelle qui nous dit l'accomplissement. OK. Brunet, alors madame, peut-être madame Brunet, monsieur Brunet, OK. L'accomplissement à nouveau. Motivation intrinsèque et accomplissement, d'accord. Oui, parce qu'en fait, on peut avoir plusieurs motivations. On n'est pas Alors, forcément on peut avoir plusieurs motivations, mais certaines sont quand même, ont plus prouvé fortes. leur effet sur le long terme, plus que d'autres. Avoir des résultats immédiats qui encouragent, oui, effectivement, oui, forcément, ça motive plus. Le fait d'obtenir des résultats, ça aussi, on va en parler un peu plus loin. Alors, vous avez beaucoup dit l'accomplissement. Donc, c'est une motivation, effectivement, le fait d'atteindre ses objectifs qui permet de rapidement voir des bénéfices, en fait. Hein, et donc, c'est motivant de continuer. Mais celle qui, généralement, permet de perdurer dans le temps le plus longtemps possible, c'est effectivement la motivation intrinsèque. Parce qu'en fait, on fait l'effort, j'allais dire un peu égoïstement peut-être, mais pour soi. Et c'est ça, en fait, dans l'activité physique qu'on va essayer de favoriser. C'est une motivation intrinsèque. Pourquoi je fais de l'activité physique? Je le fais pour moi, parce que j'ai envie de me sentir bien, parce que j'ai envie de perdre du poids, parce que j'estime que si je perds du poids, je me sentirai mieux dans mon corps. Quand je me regarderai dans le miroir, ça me valorisera plus, je me sentirai mieux. Je le fais parce que c'est un moment pour moi. Je ne suis pas en famille à ce moment-là, je ne suis pas au travail, c'est un moment que je fais pour moi. Contrairement, par exemple, à la motivation extrinsèque où là, on va faire les choses pour faire plaisir à un tiers ou en tout cas pour avoir une récompense extérieure. Généralement, la motivation extrinsèque, elle est difficilement durable parce qu'en fait, on fait pas les choses on peut pas faire les choses longtemps pour faire plaisir aux autres. Je reprends l'exemple de l'activité physique, hein, puisqu'on est là pour ça. Si je fais une activité physique, je m'inscris dans un club parce que mon fils m'a dit que ça me ferait du bien, ben oui, je vais faire plaisir à mon fils pendant 3 semaines et puis après, bon, si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Alors que si je m'inscris à une activité physique en me disant, ben oui, j'ai envie de rencontrer du monde, j'ai envie de me sentir mieux, je sais qu'après l'activité, je vais être détendue, et ben là, j'y vais, c'est une motivation intrinsèque et je vais me sentir beaucoup mieux. La motivation d'accomplissement, elle a aussi ses bienfaits et elle perdure assez dans le temps puisqu'on va atteindre des objectifs qu'on s'est fixés soi-même. On va en parler aussi des objectifs. On s'est fixé un objectif de pratiquer une fois par semaine pour justement être plus détendu. En fait, le fait de se sentir plus détendu, ça va entraîner, là, cette fois, un cercle vertueux. Je vais me sentir mieux, donc c'est motivant, donc je continue sur le long terme. Voilà un peu Du coup, les différents. Pardon, Fabrice? ma petite question, du coup, la motivation santé, du coup, elle se met dans la motivation intrinsèque. Ben oui, parce que, alors, elle peut être aussi extrinsèque parce que des fois, c'est le médecin qui va vous dire, bon, attendez, vous avez un peu du diabète, vous savez que l'activité physique, ça va réguler votre diabète, ça va vous faire du bien. Allez-y. Mais la personne, il faut qu'elle le ressente en fait elle-même, de se dire, ah oui, effectivement, l'activité physique, ça va me faire du bien, ça va réguler mon diabète. Alors oui, ça c'est le médecin qui me l'a dit, mais ça va me faire du bien. Voilà, il faut que je pratique. Donc c'est assez, il faut trouver le côté intrinsèque, il faut arriver à se motiver soi-même, à se dire, ça va me faire du bien sur ma santé, je vais mieux vivre avec ma maladie, ma maladie va être plus équilibrée, je risque moins de faire de récidives. Mais ouais, il faut vraiment trouver le côté propre à soi-même. Et on va parler maintenant des stades de la motivation. Parce que cette motivation-là, en fait, elle a un cercle dans le temps, d'accord? Et on va en parler maintenant. Donc, ces stades de motivation, donc c'est les stades de Prochaska et Dick Clement, donc ce sont les auteurs qui ont initialement créé ces stades de motivation pour l'arrêt de la cigarette. Et en fait, on voit que ce stade-là et ce fonctionnement a été plus tard utilisé pour tous les types de motivation. Donc là, se mettre à l'activité physique, par exemple, ça peut être donc pour beaucoup d'autres facteurs. Mais dans un premier temps, c'était pour arrêter la cigarette. Donc ces stades de la motivation commencent par le stade de la précontemplation. Alors, dans le stade de précontemplation,
la personne ne pense pas avoir de difficultés, de problèmes, elle ne se considère pas spécialement comme sédentaire, pour prendre l'exemple de l'activité physique, elle n'envisage pas de changer de comportement. Là, on est vraiment sur le démarrage vraiment de la motivation. La personne n'envisage même pas de changer de comportement puisque pour elle, ben, son comportement est acceptable. Je n'ai pas besoin spécialement de faire de l'activité physique. Donc à partir de là, il va falloir pousser un petit peu pour aller au niveau du stade de la contemplation. Dans ce stade-là, de la contemplation, la personne envisage un changement de comportement, mais reste hésitante. Ça veut dire, par exemple, une personne qui va se dire, bon, oui, c'est vrai, il faudrait que je marche un peu plus régulièrement, mais bon, en même temps, si je vais marcher après le travail une demi-heure, ben, c'est un temps que je passe en moins à la maison devant la télé, ou c'est un temps en moins que j'ai pour mes enfants, ou un temps de moins sur lequel d'habitude ben, je cuisine plutôt. Bon, je ne sais pas trop si je vais changer de comportement parce que c'est un peu compliqué. Donc là, pareil, c'est quand même un stade encore d'hésitation, hein. Le stade suivant, c'est le stade de la préparation. Là, on va voir qu'on commence à lancer une dynamique différente où la personne se sent prête à démarrer une phase d'action. Donc, elle se sent prête à changer de comportement et à évoluer justement dans un futur proche. Donc, on commence à rentrer voilà, dans un côté plus positif qui va nous mener à la phase d'action. Comme son nom l'indique, là, on passe à l'action, la personne se sent prête et engage un changement. Donc, elle commence, par exemple, à pratiquer une activité physique. Donc, là, on entre vraiment ben, dans l'action, hein, dans le vif du sujet, sur la phase d'action. On va ensuite C'est par passer à exemple la phase... Oui, prendre un pardon. abonnement à une salle de sport, par exemple. Par exemple, s'inscrire, oui, ça peut être... Oui, vraiment, voilà, je passe à l'action, je me sens prêt à engager la démarche. Je m'inscris voilà, dans une salle de sport, à une association. Voilà, vraiment, je commence. C'est parti. La personne est lancée. Le stade du maintien, alors c'est une phase qui est... Vous voyez, il y a deux flèches, hein. Il y en a une qui part vers la rechute et une qui part vers la résolution. Donc c'est une phase qui est quand même de consolidation. La personne, elle va soit repartir au comportement d'avant, ça veut dire à la contemplation, elle fait une rechute ben parce que je me suis inscrite à la salle de sport, j'y suis allée 2 mois et ça ne me plaît pas, donc je n'y vais plus. Et donc je me retrouve à faire une rechute et à repartir au début du cercle dans la phase de contemplation. Sinon, la personne s'est inscrite à la salle de sport, et bien ça lui plaît, elle arrive à trouver son rythme, à prendre ses habitudes, et on passe sur la phase de résolution. Et là, dans la phase de résolution, ça marque en fait vraiment la réussite du processus de motivation, parce que la personne a consolidé le stade de maintien. Ça fait partie maintenant de sa vie quotidienne à pratiquer une activité physique. La rechute, il ne faut pas la voir comme quelque chose par contre de négatif, elle est possible. C'est difficile hein, tout de suite de réussir son cercle et de basculer tout de suite sur la résolution. La rechute, elle fait partie aussi du processus de changement, d'accord? Elle peut parfois aussi être nécessaire en fait à la réussite finale du projet. C'est l'exemple aussi ben, de quelqu'un qui souhaite monter son entreprise. Il va faire face aux difficultés, il va avancer, puis des fois il y a une difficulté qui va faire un peu tout chambouler, tout s'écrouler. Ben, la personne repart, pas de zéro, mais elle repart de plus bas et elle remonte petit à petit pour à nouveau aller vers la réussite de son projet, le maintien et la résolution. Donc il ne faut pas voir la rechute comme quelque chose de définitif qui éteint le projet. D'accord? C'est pas ça du tout, vraiment. La rechute nous fait repartir de plus bas, mais on peut y arriver à nouveau. C'est vraiment, ça fait partie du processus. On en Alors, on est va passer du coup maintenant un peu dans la partie pas pratique, hein, mais un point un peu plus pratique quand même que ces définitions-là. Comment rester motivé finalement? Donc, on a vu par les stades de motivation, vous savez sûrement tous en vous posant rapidement la question dans quel stade vous situez actuellement au niveau de l'activité physique. Est-ce que vous êtes en train de vous dire, oh, ben, ça serait bien que je pratique, que je démarre? Est-ce que vous venez de démarrer? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre vie quotidienne depuis des années? Est-ce que vous avez essayé une pratique et ça ne vous a pas plu et donc vous êtes dans ce schéma de rechute et vous allez basculer à nouveau pour reprendre une activité? Chacun est dans son stade, il n'y a aucun souci. Comment rester motivé? Alors, le premier point, pour moi, le plus important, il faut trouver une activité physique ou plusieurs qui vous plaisent. Quelque chose vraiment qui vous stimule à vous personnellement, que je ne fais pas pour faire plaisir à ma voisine parce qu'elle, elle fait du cheval et je vais aller faire du cheval avec elle.
Ça, on serait sur une motivation extrinsèque, on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est vraiment propre à chacun de trouver une activité physique qui vous plaît, que ce soit en groupe ou en collectif. C'est vrai que généralement, le groupe stimule un peu plus et est un peu plus motivant. Donc, on a tendance quand même à favoriser une pratique en groupe, ne serait-ce que parce que si vous avez une baisse de motivation, justement, ben, il y a quelqu'un du groupe qui peut vous remotiver derrière. Et à côté de ça, ah merci. Et à côté de ça, pratiquer en groupe, ben, c'est quand même plus motivant aussi sur le moment, quoi. Le fait de la séance elle-même est souvent plus motivante et plus agréable, on va dire, quand on fait partie d'un groupe. On peut aussi coupler les deux, pratiquer une activité physique individuelle et parfois en groupe. Il faut se fixer aussi des objectifs qu'on appelle les objectifs SMART. Alors, pardon, hein, je branche juste mon ordinateur. Hop, voilà, pardon. Donc, les objectifs SMART, vous allez voir que chaque lettre de SMART signifie un mot. Donc, c'est des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Alors, on va les détailler. Un objectif spécifique, c'est un objectif qu'on va définir clairement. Ça veut dire que je ne vais pas dire, bon, mais oui, je vais commencer l'activité physique. Et si on vous demande pourquoi, ben, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas l'expliquer. Donc, il faut vraiment que ce soit un objectif qui soit bien défini clairement pour la personne qui pratique une activité. J'ai mis un exemple, hein, je souhaite me muscler. Voilà. J'ai pas assez de muscles dans le dos, j'ai souvent mal au dos. Mon objectif, c'est de me muscler le dos. Voilà, c'est clair, c'est défini. Il faut avoir un objectif mesurable, mettre en place des critères mesurables. Par exemple, donc j'ai pris un autre exemple, voilà, mon objectif mesurable, c'est de marcher 30 minutes par jour. Donc c'est mesurable, hein, c'est facile. Chaque jour, j'essaie de me trouver 30 minutes pour marcher. Un objectif atteignable, donc il faut qu'il soit en adéquation avec votre vie privée, professionnelle et votre temps libre. Donc on en parlait tout à l'heure rapidement dans le chat. Pour le coupler à notre vie active, effectivement, il va falloir trouver le moment dans lequel vous pouvez caler l'activité physique et dans lequel l'activité physique peut s'inscrire durablement. C'est pas, bon, ben oui, des fois, le samedi matin, j'ai le temps, je vais pouvoir faire ça. Non, il va falloir que ce soit tous les samedis matins, par exemple, ou trouver un autre moment entre midi et deux, tôt le matin avant d'aller travailler, mais sur lequel vous pouvez fixer, en fait, un petit créneau qui soit identique tout au long de l'année. Il faut trouver un objectif ou des objectifs réalistes. Réalistes dans le sens où il ne faut pas qu'ils soient illusoires. D'accord? Je ne me lance pas un objectif pour faire dans 3 mois le marathon de Paris qui est en mars ou en avril. Ça ne sera pas possible. Mais il ne faut pas non plus que ce soit trop simple. D'accord? Parce que trop simple, ben, vous allez l'atteindre facilement ou rapidement. Et ça peut aussi être après engendrer une baisse de motivation dans le sens où un peu le soufflet redescend. Voilà, j'ai atteint mon objectif, bon, ben, c'est bon, j'ai terminé. Donc, il faut quand même trouver un juste milieu qui soit réaliste par rapport à votre temps, à vos compétences, etc. Pas trop dur, mais pas trop simple. Et enfin, l'objectif doit être temporel, il doit être fixé sur une échéance. Il faut fixer un cadre. Ça peut être, en fait, un objectif, il a un point de départ et un point d'arrivée. D'accord? C'est à l'arrivée que vous devez atteindre votre objectif. Mais le point de départ, c'est quand est-ce que vous lancez l'action pour atteindre cet objectif. Donc, par exemple, ben là, voilà, on est le 29 janvier. Je décide aujourd'hui que j'ai envie de faire une course de 10 km en octobre. Voilà, par exemple, en octobre, il y a l'événement Octobre Rose. Voilà, en octobre, je décide que je participerai à une course de 5 km. Donc, on démarre aujourd'hui, on est fin janvier. Mon objectif, il est temporalisé. Je sais qu'il est à atteindre pour octobre. Donc, je sais que j'ai voilà, 10 mois quasiment, 9 mois pour l'atteindre. J'ai mis un autre exemple, hein, temporel, aller marcher 3 fois par semaine jusqu'à fin mars. Et enfin, à fin mars, je reverrai un peu mon objectif. Est-ce que j'augmente la marche? Est-ce que je la diminue? Est-ce que je fais autre chose? Voilà. Il va falloir répondre en fait à tous ces points-là pour que votre objectif soit bien cadré et que vous puissiez du coup rester motivé pour l'atteindre tout au long de l'année ou de la période que vous vous êtes fixé. Quand je me fixe un objectif de marcher par exemple 30 minutes par jour, je vais me fixer par rapport à mon temps libre dans la semaine. Actuellement, je sais que je peux le faire que 2 fois par semaine, par exemple. Donc, c'est la fréquence de mes séances. D'accord? Ma fréquence, c'est 2 fois par semaine. Ma durée, c'est 30 minutes. Mes séances durent 30 minutes. Si je veux augmenter un peu mon temps de pratique, parce que mon temps me le permet, dans un premier temps, je vais augmenter
la durée de mes séances. Ça veut dire qu'au lieu de faire 30 minutes, je vais essayer de faire 2 fois 40 minutes, par exemple. Une fois que j'ai augmenté ma durée de séance, je peux augmenter la fréquence. Si je peux me le permettre, je vais passer de 2 fois par semaine à 3 fois par semaine. Donc, je ferai 3 fois 40 minutes. Si ce rythme-là me convient, je n'ai pas plus de temps libre dans ma semaine, je ne peux pas aller plus haut que les 3 séances de 40 minutes, je vais agir en dernier sur l'intensité. Ça veut dire que mes séances vont être un peu plus intenses. Au lieu d'aller faire de la marche douce, par exemple, je vais aller faire de la marche soutenue, de la marche rapide. Je vais peut-être marcher avec les bâtons. Je vais marcher sur des terrains un peu plus pentus. Je vais aller chercher un peu d'intensité. Je peux aussi me dire, ben, je vais essayer de trottiner un petit peu au lieu de marcher. Voilà, en dernier point, on va essayer d'agir sur l'intensité, mais c'est vraiment le dernier. En premier, on augmente la durée des séances. En deuxième, la fréquence. D'accord? On rajoute 1 fois par semaine supplémentaire. Et en tout dernier, on va agir sur l'intensité. Ça, c'est pour essayer de rester motivé. L'intensité, on la rajoute en dernier, aussi pour la simple et bonne raison que si je démarre une activité physique et que je fais tout de suite quelque chose de très intense, ben, ça va tout de suite me casser le moral. Parce que je ne vais pas réussir, en fait, ça va trop me fatiguer. Donc, ça peut causer une fatigue trop importante. Ça peut engendrer de grosses courbatures. Et c'est quelque chose qui ne va pas vous motiver. C'est quelque chose qui va, au contraire, un peu casser le moral en disant, bon, oh là là, j'ai fait une séance très intense, j'ai eu mal pendant 4 jours, je ne peux plus marcher. C'est pas du tout motivant. D'accord? Donc, il vaut mieux partir crescendo et monter petit à petit. Et puis c'est très frustrant de ne pas atteindre un objectif qu'on se serait placé alors qu'il n'était pas mesurable ou trop intense. Oui, un objectif trop haut qu'on n'atteindrait pas, oui, pareil, ça va forcément agir sur la motivation et ça va être une perte de motivation. C'est pour ça qu'il vaut mieux y aller vraiment petit à petit, se fixer des objectifs, ben, comme on disait tout à l'heure, hein, SMART. Et dans le SMART, entre autres, il y a un objectif atteignable et réaliste. Ou alors, comme on dit aux enfants, il faut d'abord apprendre à marcher avant de courir. Voilà, ben oui, c'est ça, hein, faire petit à petit. D'autres conseils, du coup. D'autres petits conseils pour rester motivé, donc au-delà de SMART, quelque chose qui va un peu plus vous parler dans la vie de tous les jours. Le premier point, c'est de se fixer dans son emploi du temps un jour fixe de pratique. Il faut le mettre dans son planning, dans son emploi du temps. Je sais que le mardi, entre midi et 2, je peux marcher ou faire une activité physique, peu importe laquelle, pendant 30 minutes. Eh bien, je le mets dans mon agenda, que je sois encore actif professionnellement ou pas. Je mets dans mon emploi du temps que le mardi, c'est un créneau qui est bloqué pour mon activité physique. Si on me propose une réunion ce jour-là, je ne peux pas. Si je dois manger avec une copine, je ne peux pas. On mange une autre fois ensemble. Mais c'est vraiment très important de se fixer un jour dans son emploi du temps qui soit toujours le même. Je prends l'exemple, nous, de l'association, hein, de la Miss 13 où je travaille. On a comme adhérent, on a un maire d'une commune de notre territoire. Donc, il est maire, hein, il est très occupé. Ben, il s'est bloqué le mercredi matin. Il a 1 heure d'activité physique collective et il vient sur ce cours-là. Il se l'est bloqué dans son agenda. C'est pas négociable. Le mercredi matin, c'est son créneau. Ensuite, il faut avoir en tête l'objectif ou les objectifs que vous vous êtes fixés. D'accord? Les objectifs finaux. L'objectif, moi, je vous prenais l'exemple tout à l'heure, mon objectif, c'est la marche de Octobre Rose en octobre 2024, par exemple. Voilà, je fais mes séances. Mon objectif, je le sais, c'est octobre. Si en mars, en avril, ben, je sens que j'arrive plus trop à progresser, c'est pas grave. Mon objectif, je sais où il est en octobre, j'ai encore le temps. Je le prends cool, je sais que voilà, j'ai le temps pour l'atteindre. Donc, il faut vraiment pas oublier l'objectif final, c'est celui qui permet vraiment de motiver, c'est l'élément principal de la motivation. Il faut accepter justement d'avoir des baisses de motivation. Donc, on parlait tout à l'heure un peu des bonnes résolutions. Dans l'année, il y a toujours des périodes plus ou moins propices au démarrage de nouvelles activités. Donc, c'est voilà, c'est normal. Les saisons font qu'on est plus ou moins motivé. En janvier, il y a l'augmentation de la motivation par les bonnes résolutions, mais on sait que février et mars, pardon, il y a souvent une baisse de motivation parce qu'on arrive à la fin de l'hiver, on a eu des journées courtes, il fait froid. Les personnes qui pratiquent une activité physique, souvent janvier, février, mars, c'est au contraire un peu le creux de la vague. On est moins motivé, on sort des fêtes, on a beaucoup mangé. Voilà, on a plus de mal à pratiquer. Et au contraire, au moment du printemps, quand le printemps revient, ben, à nouveau, on est plus motivé à sortir, les journées sont plus longues, il fait meilleur.
Il y a les oiseaux qui chantent, il y a de belles couleurs. Donc voilà, on est un peu plus motivé. C'est normal, il faut accepter aussi qu'on ne soit pas linéaire sur notre processus psychologique. C'est vrai que j'ai remarqué ça, hein. En janvier, on se dit tous, bon, cette année, je fais attention à ce que je mange, et pouf, on enquille sur la galette des rois et la chandeleur. Voilà, exactement. Il y a toujours une bonne raison de faire autre chose. Bonne journée, Véronique. Merci. Il faut savoir aussi, pour rester motivé, visualiser ses progrès. Donc, je reprends mon exemple. Je vise Octobre Rose, une marche de 5 km. Bon, j'ai commencé à faire ça, 5 km, je les faisais en 1 heure en marchant. Et puis maintenant, je mets plus que 50 minutes. Bon, je ne suis pas encore à mon objectif d'Octobre Rose. Peut-être que mon objectif, c'est de le faire en 35 minutes. Mais en tout cas, je mets moins de temps qu'au début. Donc, j'ai progressé et ça permet de motiver, justement, de me motiver à dire, je continue, je suis sur la bonne voie. Donc, c'est important de visualiser aussi des progrès d'action. Voilà, au cours de son action. C'est presque des objectifs, en fait, intermédiaires. Mais visualiser, voilà, ces progrès progressivement, petit à petit, au fur et à mesure que l'objectif final s'approche. Il faut s'adapter en fonction de la météo. Alors ça, pour l'activité physique, effectivement, voilà, si je me dis, moi, je vais m'entraîner pour Octobre Rose, il faut que j'aille marcher dehors. Bon, voilà, décembre, janvier, février, c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit j'essaie d'aller marcher en salle sur un tapis pour continuer justement à pratiquer. Soit je profite de cette période pour changer mon activité physique. Donc, je ne vais plus marcher, mais peut-être qu'en salle, je vais essayer de faire un petit peu de gym. Le fait de me renforcer musculairement, ça m'aidera toujours pour la marche. Le fait de travailler de l'assouplissement, pareil, ça m'aidera toujours. Voilà, on peut trouver d'autres méthodes de travailler. Sinon, s'adapter en fonction de la météo, ça peut être aussi à ce moment-là de changer le rendez-vous fixé dans l'agenda. Là, je m'étais fixé entre midi et 2. Donc, si en hiver, je m'étais fixé de pratiquer de 18 à 19 heures, bon, en plein hiver, il fait nuit. À ce moment-là, il fait froid. Pendant cette période, je décale mon créneau dans mon emploi du temps, justement entre midi et 2, qui sera plus propice à pratiquer. Et au contraire, quand viendra l'été, entre midi et 2, je vais souffrir et il va faire trop chaud. À ce moment-là, je décale mon jour de pratique et mon créneau plutôt en fin de journée. Voilà, il faut savoir aussi s'adapter en fonction de la météo qui se présente. Il ne faut pas se dire, voilà, si cette fois, j'ai pas marché, j'ai fait plutôt à la place du renforcement musculaire. C'est très bien, la séance a été maintenue. C'est le principal pour garder la dynamique toujours de l'activité physique. Et enfin, il faut respecter quand même un temps de récupération. Il ne faut pas oublier que le corps a quand même besoin aussi de repos, les muscles ont besoin de repos. Donc, il faut savoir aussi s'accorder justement des temps de récupération et de repos pour mieux repartir sur la prochaine séance. Si vous vous fixez une séance par semaine, normalement, vous avez suffisamment de temps de repos du coup jusqu'à la prochaine séance. Par contre, si vous voulez vous fixer beaucoup de séances, on va dire dans la semaine, il faut accorder au corps du repos, donc ne pas se fixer une séance par jour, ce sera trop. Vous vous rappelez sur les recommandations tout à l'heure de l'OMS, il est recommandé de marcher 5 jours par semaine, d'accord? En se laissant donc 2 jours de repos. C'est pareil pour tous vos objectifs que vous pourriez vous fixer en termes d'activité physique. Si vous souhaitez faire du renforcement musculaire, des assouplissements, il faut accepter aussi qu'il y a des jours où je ne fais rien, pas d'activité physique, c'est pas grave. Ou sinon, je vais un petit peu marcher. Mais voilà, il faut accorder à son corps aussi un peu de repos. Ça fait partie de la progression et de l'atteinte des objectifs. Du coup, on arrive sur la conclusion. Alors ouais, on arrive sur la conclusion de cette petite séance. Donc vous voyez que la motivation, elle est quand même très vaste. Il y a différents types de motivation. On peut tous trouver notre source de motivation. La plus pérenne, c'est la motivation intrinsèque. Donc c'est vraiment trouver une activité physique qu'on va faire pour soi et qui va vous apporter à vous-même des bienfaits. On peut trouver toutes sortes de motivations. Il faut se donner aussi en fait un petit peu les clés pour justement s'aider soi-même à atteindre nos objectifs et justement à rester motivé toute l'année, en acceptant aussi que le corps, il est fait de haut et de bas. Donc il y a des moments où on est moins motivé, il faut l'accepter. Il y a des moments où ça ne fonctionne pas et dans ce cas-là, il faut peut-être revoir un petit peu les actions qu'on a mis en place. On parlait tout à l'heure de la rechute. Peut-être que finalement, l'activité que j'ai choisie, ce n'est pas la bonne ou peut-être que le créneau que j'ai choisi, c'est pas le bon, il me correspond pas finalement. Voilà, il faut savoir aussi remettre un peu en question tout ça pour réussir à rentrer à nouveau dans le cercle des stades de motivation
et réussir à aller sur la résolution qui permet d'inscrire l'activité physique vraiment dans notre vie quotidienne sur du long terme surtout.